pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Les Ukrainiens ont publié pour la première fois des visuels des Mirage 2000 qui ont été engagés donc, dans cette nuit-là afin d'abattre plusieurs missiles russes et notamment des Kh-101. Alors, il faut comprendre dans ce conflit que la Russie mène une guerre d'attrition contre l'Ukraine. La Russie n'essaye pas d'occuper l'Ukraine, elle détruit son potentiel. C'est ce qu'avait dit le général Sourovikine le 18 octobre 2022, où il avait dit « Nous ne cherchons pas à faire des grandes opérations et à prendre du territoire, nous cherchons à détruire le potentiel », ce qui correspond d'ailleurs exactement à l'objectif de démilitarisation qu'on peut voir à plusieurs niveaux, mais un des niveaux, c'est la destruction du potentiel militaire et dénazification qui en fait revient au même, mais plus ciblé sur certains groupes qui sont extrémistes, ultranationalistes et sympathisants des idéologies des années 30. Voilà. Donc, et quand on est dans une guerre d'attrition, plus le temps passe, et surtout dans la situation qu'on a maintenant, où la Russie est plus forte, plus le temps passe, plus l'attrition fonctionne. Si vous voulez, ce que font les Européens aujourd'hui, en évitant de trouver une solution négociée du conflit, alors ils veulent punir la Russie, ne pas donner de prime à l'agresseur, tout ça je le comprends très bien, mais ce faisant, ils facilitent la mise en œuvre de la stratégie russe. Sur l'oblast de Koursk, où les Russes semblent avoir lancé une opération d'envergure, en parlant des lignes de ravitaillement ukrainiens, il y en a une autre secondaire, donc qui passe ici également par Soudja. Et suite à la dernière offensive russe dans ce secteur, comme vous pouvez le constater ici, ces derniers ne sont plus très loin de cet axe. Mais une fois de plus, c'est un axe secondaire, l'axe principal du ravitaillement ukrainien passe par ici. C'est la progression des Russes, vous le voyez dans la partie nord du saillant, c'est toute la partie en jaune qui est donc colorée sur la carte où les Russes ont attaqué sur plusieurs angles, plusieurs axes, pardon, et surtout il y a eu cette histoire, alors là je vous invite, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et tactiques, mais on a vu que les Russes avaient utilisé un ancien pipeline de gaz vide, puisque je vous le rappelle, à Soudja il y avait une station de pompage, etc. Et donc il y a le gazoduc qui descendait depuis le côté russe, enfin des lignes russes aujourd'hui vers Soudja, et les forces spéciales russes ont décidé de tenter un coup de poker en parcourant, donc semble-t-il, jusqu'à quasiment 16 km. Alors il y en a qui disent 14, 16, il faudra voir précisément en fonction des différentes sources, mais enfin au moins une quinzaine de kilomètres, presque une quinzaine de kilomètres, avec donc un tunnel qui fait à peine 1m40, 1m45 de haut, donc ça veut dire qu'il faut progresser courbé. Ils ont fait ça avec des masques, bien évidemment, parce que même si le gazoduc est vide, il fallait quand même pouvoir se dire que, voilà, s'il y avait du gaz rémanent, éviter l'asphyxie. Donc ils ont parcouru tout ça en plusieurs jours. Certaines sources parlent de 3 jours, donc c'est un véritable coup d'éclat tactique, comme celui qui avait été fait, je le rappelle, en février, enfin janvier-février 2024 à Avdiivka, où là encore les Russes avaient récupéré, alors là c'était un tunnel désaffecté, c'était pas un gazoduc de l'ère soviétique, dont ils avaient retrouvé la trace dans des cartes, et là par contre c'était sur un peu plus d'1 km 800 qu'ils avaient pu progresser pour prendre à revers les défenses ukrainiennes. Et bien là c'est pareil, donc ils se sont retrouvés à déboucher dans le dos des soldats ukrainiens, ce qui leur a permis de réaliser cette avancée qui les place maintenant à quelques qui les place dans les faubourgs de Soudja et à quelques kilomètres du centre-ville. Donc là la situation se détériore de plus en plus. Et notamment, vous pouvez le voir donc en plein milieu de la carte, les Russes revendiquent d'avoir tué au moins 350 Ukrainiens, détruit un char, 2 véhicules blindés d'infanterie, 5 véhicules de transport blindés, 19 véhicules blindés de combat, 29 véhicules à moteur et 6 pièces d'artillerie, tout ça pour la seule journée d'hier. Ça en dit long sur le fait que
Les pertes humaines sont un peu moins élevées que les moyennes de la semaine dernière qui montaient à certains moments autour de 450-500 morts. Par contre, vous voyez qu'en termes de matériel, là, c'est beaucoup plus important. Hein. Des rapports font état d'un repli actuel des forces ukrainiennes depuis le village de Malaya Loknia, mais n'ayant pas eu de visuel pour confirmer cette information, je laisse pour l'instant cette localité sous contrôle ukrainien. Et donc les Russes ici ont hissé leur drapeau le 7 mars. L'autre information importante, c'est l'avancée des Russes en direction du village de Martinovka. Et ils se sont emparés également d'une bonne partie du village de Cherkaskoye-Porechnoye. Alors c'est un village qui est étendu sur sa longueur, comme vous pouvez le voir ici, et il reste une partie sud ici, encore dans la zone grise. Mais la majeure partie de ce village est maintenant sous contrôle des Russes. Et ces derniers se sont donc emparés également du hameau de Krouglik ici et menacent actuellement Martinovka. Et ici, ils ont repris à peu près 40 km² de terrain. Sur la partie sud, aucune modification des zones de contrôle. Maintenant, nous allons nous diriger donc sur le secteur contrôlé par les Ukrainiens. Une frappe de missile Iskander a été effectuée ici au nord-ouest de la ville de Soudja. Une vidéo qui a été donc publiée ce matin. Ensuite, en même temps que les Russes ont lancé plusieurs attaques sur l'ouest, le nord et l'est, une opération commando a été réalisée en utilisant un gazoduc. Alors, je l'ai matérialisé ici en gris, que les forces spéciales russes ont emprunté pour pouvoir donc surprendre leur adversaire. Si on part du postulat que les Russes sont entrés dans ce gazoduc, dans une partie du terrain qu'ils contrôlaient, donc par exemple à l'est de Pogrebki, et si on prend les dernières vidéos où des soldats russes sont bombardés ici, donc juste après être sortis de ce gazoduc, et suivant donc ces informations, les forces spéciales russes auraient donc progressé sur environ 20 km à l'intérieur de ce gazoduc. Mais imaginez-vous progresser dans ces conditions sur 20 km. Alors ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces gazoducs ou les égouts pour pouvoir surprendre les positions ukrainiennes. Donc rappelez-vous, au sud de Avdiivka, ils avaient déjà employé cette tactique. Et donc les forces spéciales russes sont sorties donc de ce gazoduc au nord de Soudja, donc ici exactement, où ils ont été donc bombardés hier dans la journée. Les Ukrainiens ont également bombardé ce secteur avec des obus à fragmentation, toujours dans cette journée du 8 mars. Selon différentes sources, l'opération a été un échec, tous les soldats russes auraient été donc éliminés, et d'autres sources affirment que les combats sont toujours en cours et que l'opération est un succès. Néanmoins, il faudra attendre plusieurs jours pour pouvoir tirer des conclusions de cette opération. Mais en tout état de cause, une fois de plus, les Ukrainiens ont été surpris par cette opération commando, puisque les soldats russes ont surgi derrière leur ligne défensive. L'armée russe dit avoir récupéré quelques villages dans sa région de Koursk ainsi qu'être entrée sur le territoire ukrainien dans la région de Soumy. Alors selon l'open source, selon les informations publiques qu'on peut observer, il y a effectivement une incursion russe sur une part du territoire ukrainien dans cette région de Soumy. En revanche, pas de confirmation côté ukrainien. Côté ukrainien, ce qu'on sait pour ce week-end, donc il n'y a pas eu de commentaires sur une incursion russe en territoire ukrainien. En revanche, il y aurait eu une opération des forces spéciales russes près de la ville de Soudja, c'est dans la région de Koursk, où une centaine de soldats russes auraient essayé de venir sur les troupes ukrainiennes via un gazoduc. Ils ont été interceptés donc par les forces ukrainiennes. En tout cas, cette armée ukrainienne dans la région de Koursk est sous une pression intense, une pression qui s'est accélérée depuis que les États-Unis ont cessé de partager notamment les renseignements avec Kiev, puisque l'armée ukrainienne utilise les renseignements, notamment l'imagerie satellite, pour voir les mouvements de troupes russes. Donc ça les ralentit en tout cas dans ça, et la situation est extrêmement tendue dans cette région de Koursk, cette région frontalière avec celle de Soumy. Soumy de nouveau
nouveau soumises à des bombardements la nuit dernière. Et Emmanuel, c'est dans ce contexte que s'ouvre donc une nouvelle séquence diplomatique. Volodymyr Zelensky attendu ce matin en Arabie Saoudite. C'est là que vont se dérouler ensuite demain mardi une rencontre entre délégations ukrainiennes et américaines autour des futures négociations de paix pour son pays. Est-ce qu'on sait ce qu'espère Volodymyr Zelensky des discussions à venir? Il semble que Kiev et Washington ne parlent pas d'une même voix, loin de là. Alors loin de là, effectivement. Alors il y a beaucoup d'incertitudes quant à ce qui va être décidé. Il se dit que Donald Trump ne va pas forcément changer d'avis sur l'aide militaire américaine, donc qui est sur pause pour l'instant, même si l'Ukraine signe l'accord sur les terres rares. Donc à voir de quoi vont parler ces deux délégations. On ne sait pas d'ailleurs si Volodymyr Zelensky va participer à ces discussions. On sait qu'il y envoie le ministère de la Défense, Roustem Umerov, le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, ainsi que le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. Alors, il y sera sans doute question de cette aide américaine, mais avant tout, on sait que ces négociations ont plutôt un aspect transactionnel. Donc, pour Donald Trump, le plus important, c'est cet accord sur les terres rares. Donc, évidemment, on observe avec attention ce qui va être décidé demain. Revenir effectivement sur cette position européenne qui maintenant finalement a plusieurs, c'est comme une sorte de millefeuille, il y a plusieurs couches où on trouve évidemment la question de l'Ukraine où Donald Trump a dit qu'il voulait se dégager de ce conflit, c'est ça sa première, son intention première, c'est de dégager les États-Unis de ce conflit, et on pourra y revenir par la suite. Et pour se dégager de ce conflit, il dit la meilleure solution, c'est que les deux parties négocient. Et par conséquent, il doit y avoir une négociation. Et ce que fait Trump aujourd'hui, c'est de faire pression sur les Ukrainiens et sur les Russes pour avoir une négociation. À ce stade, il n'y a pas eu de négociation, et je pense que ce n'est pas du tout dans l'intention des Américains, de négocier avec les Russes les termes de l'accord qui devra être passé avec l'Ukraine. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a eu absolument aucune tentative dans cette direction. Et j'entendais récemment sur RTL en Belgique un journaliste, Christophe Giltet, qui disait que ce qu'on demandait maintenant aux Ukrainiens, c'est d'attendre patiemment que l'accord négocié entre Russes et Ukrainiens, entre Russes et Américains, soit appliqué à l'Ukraine. Non, c'est pas du tout ça, c'est faux, c'est un mensonge. Il y a pas eu de négociation sur une possibilité de paix. Il y a des négociations sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, de façon à permettre un dialogue qui a été jusqu'à maintenant interrompu. Donc, si vous voulez, les relations entre Russes et Américains, il s'agit simplement de reconstruire les ponts. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et d'après tous les observateurs aussi qu'on peut consulter, les combats sont toujours aussi acharnés et bien évidemment, il y a des pertes importantes aussi du côté russe. Par contre, pour le moment, c'est très compliqué d'avoir une idée du nombre de soldats russes qui ont été tués et blessés au cours des combats pour le saillant de Soudja ces 24 dernières heures. Donc voilà, situation particulièrement dynamique sur l'oblast de Koursk où les Russes ont lancé une opération d'envergure. Donc leurs attaques ont eu lieu donc sur Soumy à l'ouest, Lebedevka est passé sous leur contrôle, ils sont également attaqués dans le secteur de Malaya Lokhnia, la commune de Cherkaskoye, Porechnoye est en grande partie sous leur contrôle. Les forces russes se rapprochent également de Martinovka ici et en même temps une opération commando a été menée par les Russes et ces derniers ont emprunté le gazoduc ici sur plus de 20 km de distance avant donc d'en sortir et d'être bombardés par les Ukrainiens. Et donc voilà pour ces informations sur l'oblast de Koursk, où une attaque des Russes d'envergure est en cours.
C'est intéressant de voir que ce secteur s'est rallumé hier, et alors il s'est pas rallumé avec une intensité légère, hein, puisque vous le voyez, les Russes revendiquent d'avoir tué jusqu'à 580 soldats ukrainiens, d'avoir détruit 2 M113, un Max Pro, 2 VAB français, 4 véhicules à moteur et 4 pièces d'artillerie. Donc là, on a des pertes qui sont quasiment, en termes d'hommes, revendiquées par les Russes, du double de celles de Souzdja. Ça veut dire que là, encore, les combats sont d'une très forte intensité, même si les gains territoriaux restent, en tout cas, vous voyez, hein, c'est marqué 9 mars, donc la carte date d'hier soir vers 20h, je crois. Ça a été une très, très grosse bagarre tout au long de la journée d'hier dans cette zone. Et comment les Américains n'ont jamais dit aux Européens que vous devez faire ce que j'ai dit de faire. Eux, ce que vont faire les Américains, c'est dire on veut vous pousser à la table de négociation. Si vous ne voulez pas aller à la table de négociation, nous, on s'en va, point final. Et on laisse les Européens se débrouiller avec ce conflit. Mais les Américains, de nouveau, je l'ai déjà dit, Trump n'est pas un pacifiste. C'est quelqu'un qui pense que l'intérêt des États-Unis aujourd'hui n'est pas de continuer à s'impliquer dans ce conflit. Voilà. C'est même pas que le conflit existe ou pas. C'est que c'est pas dans l'intérêt des États-Unis de continuer à être dans ce conflit. Donc, soit il joue le rôle de médiateur et il favorise une rencontre ou un dialogue entre les deux parties, ou alors ils partiront. Voilà. Et puis, vous vous débrouillerez avec ce qu'il y a. On peut déjà constater des avancées russes sur le nord et sur l'est. Et en plus d'avoir des axes d'approvisionnement sous forte pression, les Ukrainiens font maintenant face à plusieurs offensives terrestres. Sur les autres parties du front, les forces armées russes continuent de faire pression, même si aucun gain de terrain n'a été enregistré ces dernières 48 heures. Mais de violents combats se poursuivent à l'ouest de Bilorivka, donc à Siversk, des combats également sur Chassif Yar. L'armée ukrainienne a déployé des réserves au sud de Pokrovsk, où plusieurs villages sont disputés. Et on note une légère activité russe au nord-ouest de Robotyne, sur le front de Zaporizhia. Alors à Toretsk, j'en avais parlé pourtant déjà, c'était lundi dernier, je crois, la dernière fois que j'en ai parlé. Donc jeudi matin, on n'avait pas encore eu les informations sur les derniers combats qui s'étaient déroulés. Donc comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens ont poursuivi leurs attaques au nord, mais sans gagner beaucoup de terrain. Il y a même un groupe de pâtés de maison qui a été reconquis par les Russes. Et puis par contre, donc ils ont poursuivi leurs attaques au sud de l'espèce de saillant maintenant qui s'est forcé. Il y a des unités russes qui ont préféré décrocher de leur position pour pas être encerclées. Et puis c'est tout. Hein? Alors je pense que les Ukrainiens ont déclenché cette opération, cette contre-attaque d'importance. Je vais pas encore dire contre-offensive parce qu'on ne sait pas exactement avec quels moyens ils ont attaqué. Et surtout, ce qui ressort pour le moment côté russe, c'est que les Russes ont loupé leur rotation une fois la conquête de la ville terminée, c'est-à-dire que ça s'est fait de manière très légère, très dilettante et avec des effectifs qui n'étaient pas suffisants pour tenir toute la ligne de front. Et du coup, les Ukrainiens qui savent que ce qui est menacé, c'est pour ça qu'on vous a mis la flèche verte, depuis Toretsk, c'est la ville de Konstantinivka qui est un des verrous défensifs avec Seversk du nord Donbass, eh bien, les Ukrainiens se sont dit, on va pas laisser, parce que je n'ai pas cessé de le dire. Merci d'être avec nous. On vous retrouve du côté de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la ligne de front. Comment se traduit tout d'abord, Pierre, cette pression russe sur le terrain ? Par des frappes incessantes, jour après jour. La Russie continue de frapper l'Ukraine. Ce fut le cas une nouvelle fois cette nuit. 7 personnes ont été blessées dans l'oblast de Donetsk. Il y a aussi eu plusieurs attaques de drones simultanées sur la ville de Zaporizhia, ce qui a engendré le déclenchement de nombreux incendies, même si pour l'instant le bilan n'est pas connu. La nuit a malgré tout été plus calme que la précédente. L'armée ukrainienne a annoncé avoir détruit
détruit 73 drones russes. Et c'est vrai qu'il faut expliquer également que la nuit précédente avait été agitée. Il y avait une attaque massive, cette fois, de missiles balistiques russes sur un bâtiment résidentiel à Dobropilia. C'est une ville aussi située dans l'oblast de Donetsk. 11 personnes sont mortes, une quarantaine a été blessée, mais cela montre bien que la Russie continue jour après jour de frapper l'Ukraine. Pierre, on sait que Volodymyr Zelensky va rencontrer des responsables américains. Ce sera mardi à Riyad. Est-ce qu'il y a de quelconques attentes quant à cette réunion côté ukrainien ? Il n'y a pas forcément d'attente particulière avec la nouvelle semaine qui démarre. C'était déjà le cas, ce sentiment-là, lorsque Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump il y a une dizaine de jours. Maintenant, on s'en rappelle bien évidemment, mais c'est en tout cas scruté, regardé avec attention. Et ici, du côté de l'Ukraine, bien évidemment qu'on aura un regard sur ce qu'il va se passer à Riyad dans les jours à venir, parce qu'il y a une volonté de ce peuple ukrainien, c'est d'avoir la paix, parce qu'on subit ce conflit depuis plus de 3 ans maintenant. Les Ukrainiens nous le répètent, ils ont été envahis par la Russie et ils n'attendent qu'une chose, c'est une paix. Les Européens ne veulent pas, pour différentes raisons qu'on pourra aborder tout à l'heure, ils ne veulent pas qu'il y ait ce dialogue. Ils veulent continuer la guerre. En fait, l'idée des Européens, c'est de continuer à punir la Russie. Et donc, il y a là une première opposition, si vous voulez, entre les Européens et Trump. Mais il y en a une autre qui est plus profonde et qui remonte déjà au premier mandat, c'est que les Européens, à tort ou à raison, n'aiment pas Trump. Point final. Et quand vous lisez d'ailleurs les rapports dans la presse sur Trump, etc., on a toujours l'impression que la démocratie meurt aux États-Unis, etc., etc. C'est un dictateur. Bref, on est toujours dans cette même rhétorique. Quand on n'aime pas quelqu'un, eh bien c'est le diable, etc. Alors, moi, je ne suis pas du tout favorable pas plus favorable à Trump qu'à n'importe qui. Il a été choisi par le peuple américain. Donc voilà, dont acte. C'est le choix des Américains. Et c'est pas le choix des Européens, c'est clair. Et que par conséquent, il va défendre les intérêts américains et pas les intérêts européens, c'est clair aussi. Et il faut l'accepter. Donc, il est évident que si les Ukrainiens ont repéré une faiblesse dans le dispositif russe une fois que la ville avait été conquise par les Russes, ils ont immédiatement regroupé, alors ça s'est pas fait dans les jours qui ont suivi, mais ils ont regroupé quelques moyens pour dire, oh là là, vu que ça, c'est le point de départ de la prochaine offensive vers un point de défense majeur, on va contrecarrer tout ça en lançant nous-mêmes une contre-attaque locale pour complètement perturber la sécurisation de la ville et éviter que l'attaque en direction de Konstantinivka ne démarre début avril, au moment où la Rasputitsa sera terminée. Général, on va faire un point très complet avec vous sur justement cette pression russe. D'un point de vue général, ça se passe toujours dans le Donbass. Les Russes possèdent environ 20% justement du territoire ukrainien. Le plus gros des combats, c'est où? C'est au sud-ouest de Donetsk, dans cette région dont on parlait hier. Oui, vous voyez sur cette carte, donc la partie en rouge, c'est la partie qui est sous contrôle, donc occupée par les Russes. Et là où vous avez ces symboles d'étoiles, ces explosions, c'est là où les Russes font un effort maximum sur le front, on va dire, en gros, dans cette partie-là au centre, pour aller... En fait, il y a une cible importante qui pourrait être Dnipro, parce que Dnipro, c'est au cœur... Côté Pierre, hein, ouais. Au côté de... On est à 125 km de la ligne de front, c'est ça? Donc, pour le moment, l'objectif des Russes, c'est d'essayer de progresser un maximum vers l'intérieur, contrôler un maximum de terrain en vue d'une éventuelle négociation, sachant que de toute façon, pour Vladimir Poutine, tout ce qui est en rouge est à lui. C'est au secteur de Pokrovsk, où là, la bagarre a été aussi très très forte sur la journée d'hier dans le secteur global, donc Pokrovsk au nord encadré en bleu. On a constaté donc sur le flanc ouest de l'avancée russe, pour tenter de foncer plein nord sur le flanc ouest de Pokrovsk. Donc la reprise d'Oudachne qui est encadrée en bleu et d'Ouspinivka qui est soulignée en bleu, tandis que les Russes et les Ukrainiens sont dans des batailles terribles sur le flanc est de cette avancée, autour notamment du village de Shevchenko et du village de Zvierove. Ensuite, quand on descend vers le sud, on a encore donc des combats, puisque les Russes essayent de déboucher, ils veulent aller en direction de Novopavlovka, qui est indiqué
à gauche de la carte. Donc ils continuent de progresser au milieu de cette espèce d'avancée qui va vers le nord. Hein. Donc hier, ils ont réussi à prendre le village de Preobrajenka. Et ensuite, au sud, le gros changement sur la ligne de front, c'est qu'ils ont complètement sécurisé Constantinople, hein, qui est complètement tombé entre leurs mains. Donc 15 jours après Andrivka, comme annoncé, Constantinople est tombé. On voit qu'ils ont également progressé au nord d'Andrivka et que maintenant, comme depuis la semaine dernière, les combats se poursuivent dans la banlieue de Lexivka. Pas encore dans le village lui-même. Je rappelle que la dernière ligne de défense ukrainienne dans la zone, on vous l'a symbolisée par un trait bleu. Elle se trouve donc dans le secteur d'Olexivka et elle file vers l'ouest. Et qu'il n'y en a pas d'autres, hein, puisque à partir de Constantinople, si vous voulez aller plein ouest, hein, c'est pour ça qu'on vous a dessiné une flèche en pointillé rouge, eh bien, il n'y a plus rien qui vous empêche de progresser. Je crois qu'au sud de Bagatyr, il y a un tout petit système défensif qui tient le carrefour, et puis c'est tout. Voilà, donc là, les Russes peuvent débouler depuis cette zone-là, plein ouest, sans aucun obstacle majeur face à eux. Les combats ont encore une fois été de très haute intensité dans toute la zone. Hein. Alors ça va de ceux de Pokrovsk à ceux autour d'Andrivka, Constantinople. Les Russes revendiquent d'avoir tué 580 Ukrainiens, détruit 2 M113, un Max Pro, 2 VAB français, 4 véhicules motorisés et 4 pièces d'artillerie. Hein, donc vous voyez, ça fait quand même des pertes cumulées entre celle-ci et celle de Seversk, qu'on dépasse les 1000 hommes. Vous ajoutez celle de Souja, plus toutes celles qu'on ne connaît pas sur des secteurs secondaires, Chassov-Yar, Kupiansk et compagnie, et on est probablement à 1500 morts côté ukrainien pour la journée d'hier, selon les estimations russes. Hein. La Russie dit être engagée dans une offensive de grande envergure pour reprendre les territoires saisis par l'Ukraine dans la région de Koursk. L'Ukraine affirme que la Russie a frappé la région du Donbass, faisant au moins 14 morts. Les combats se déroulent dans le cadre d'une initiative visant à mettre fin aux hostilités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il rencontrerait le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman lundi en Arabie Saoudite. Riyad accueillera les pourparlers américano-ukrainiens en vue d'un cessez-le-feu initial et d'un futur accord de paix entre Kiev et Moscou. Les États-Unis confirment que leur délégation sera en Arabie Saoudite cette semaine. L'Ukraine a annoncé que ses représentants rencontreraient l'équipe américaine. Par ailleurs, la chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que le président russe Vladimir Poutine n'avait que peu d'intérêt pour la paix suite à son attaque sur le Donbass. Si j'observe cette allocution d'Emmanuel Macron, je constate qu'on est dans une stratégie qui consiste à créer la peur pour pousser en fait à la guerre. Parce qu'on n'a aucune proposition d'Emmanuel Macron de solutionner le problème. Toute la démarche d'Emmanuel Macron, c'est d'apporter ou d'amener une solution, ou oui, sa solution, pour les garanties de sécurité. Mais les garanties de sécurité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité de l'Europe à intervenir en Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'il essaye de faire. Et comme personne ne veut aller s'impliquer en Ukraine, j'entends des populations, hein, les Américains, les Allemands, je crois qu'il y a 78% des gens qui refusent qu'on aille, que l'Allemagne s'implique militairement en Ukraine. En France, il y a des chiffres qui circulent, mais je pense qu'on doit être aussi aux alentours de 80% de la population qui soutient, qui a sans doute des sympathies pour l'Ukraine, mais qui ne veut pas qu'on déploie des troupes en Ukraine. Et par conséquent, la stratégie de Macron, c'est de créer la peur pour, en fait, faire mieux passer ce qu'il voudrait faire. Est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron a trop d'enthousiasme pour la guerre? Vous savez, la question de la guerre, qui n'est pas d'aujourd'hui, de toutes les époques, eh bien, ce qui est très étonnant, c'est que les gens, face à la guerre, sont fascinés, un peu comme la souris devant le cobra, ils sont fascinés et ils perdent complètement l'esprit critique, un peu comme des fiancés, vous savez. Les fiancés, vous allez leur dire, vous savez, votre fiancé, c'est un escroc, c'est un salaud, il a fait des choses horribles. La fiancée, elle dit, elle ne peut pas le croire. Parce qu'elle a tellement envie de se marier que
elle veut absolument ne pas écouter. Ben, dans la guerre, c'est la même chose. Là, il y a une fascination des hommes depuis très très longtemps pour la guerre. Freud l'a expliqué. Il n'a pas trouvé de réponse. Mais c'est très très ancien et on voit ce phénomène s'enfler parce que la guerre, c'est la résolution de tous les problèmes. Pour l'individu, au fond, il y a un mécontentement de sa propre vie, il a des ennuis, il y a le quotidien qui l'embête. Donc la guerre lui apparaît comme quelque chose, comme une sorte d'ordalie. L'ordalie, c'est un mot un peu prétentieux, c'est le jugement de Dieu. Mais pour les dirigeants, la guerre, c'est une opportunité formidable. Vous avez remarqué que dans la paix, ils ont quelques problèmes, notamment Macron. Dans la guerre, subitement, tout le monde se range derrière eux, on ne les critique plus. Et c'est ça le danger. La guerre est un poison parce qu'aujourd'hui, les peuples, et c'est à toutes les époques, au fond, ils idéalisent la guerre. Non, mais ils idéalisent la guerre parce qu'ils ne se rendent pas compte que la guerre, c'est horrible. C'est le viol permanent. Vous pensez qu'Emmanuel Macron n'en a pas conscience? Vous pensez qu'il est aveuglé justement par cette espèce de passion dangereuse et cet effet drapeau qui ferait monter sa cote de popularité? Il y a toujours sa personnalité devant les problèmes. Voilà, c'est un homme qui n'a pas, à mon avis, qui manque de bon sens. C'est une grande intelligence, mais il n'a aucun bon sens. Et surtout, il instrumentalise la guerre. Là, il instrumentalise parce que... C'est une forte accusation que vous faites quand même. Mais non! Pourquoi? C'est pas une accusation, je le constate. Qu'est-ce qui lui restait? Pas grand-chose. Le créneau, c'était finalement l'Europe. Et l'Europe, c'est le parti des gens qui ne croient finalement en rien. Alors certes, pour gagner la guerre, il faut avoir des engins puissants qui sont plus puissants que ceux d'en face, mais il faut également pouvoir les fabriquer. Vous avez ici la quantité d'acier qui est fabriquée par les divers pays du monde sur les derniers siècles. Alors ce que vous voyez, depuis un siècle et demi en gros. Alors ce que vous voyez évidemment, si vous regardez la partie droite du graphique, c'est l'explosion industrielle récente de la Chine. Vous voyez la production d'acier de la Chine là tout en haut, là, qui est absolument extraordinaire. Mais si vous regardez les périodes plus anciennes, et en particulier si vous regardez l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale, là, vous voyez, après la grande crise, là, les États-Unis, paf, vous voyez que le premier producteur d'acier dans le monde, et de très loin, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça dit cette affaire-là? Ça dit qu'en fait, c'était eux qui étaient les mieux partis pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que ça dit. Parce que ça dit qu'ils avaient de quoi construire des usines, des villes pour héberger les ouvriers travaillant dans les usines, et évidemment l'acier pour construire des chars, des avions et des bateaux. Donc le fait qu'il y ait eu une fossilisation globale de l'économie très importante aux États-Unis est une explication parfaitement logique de pourquoi est-ce qu'ils ont été capables d'aligner très très rapidement des moyens militaires en quantité absolument faramineuse quand ils sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été dites sur l'arrêt du partage par les Américains de leurs renseignements aux Ukrainiens, mais également sur l'arrêt de leur aide. Ce qui est très intéressant, c'est que dans 99% des contenus qu'on retrouve dans la presse ou sur les plateaux sur ce sujet, eh bien, il y a un sujet absolument crucial pour les opérationnels dont il n'est absolument jamais question. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de talon d'Achille que possède tout simplement tout le matériel que les Américains vendent à l'export. Car oui, depuis les années 90, on vous parle de précision chirurgicale. Et cette précision chirurgicale, elle est obtenue, pour faire très simple, principalement soit par du guidage laser, soit par du guidage GNSS serait le grand terme, mais quand vous achetez américain, plutôt GPS. Et le talon d'Achille dont personne ne parle en ce moment, c'est le PPS du GPS, le Precise Position Service, auquel vous n'accédez qu'avec des clés GPS qui vous sont remises par les Américains, qui vous permettent d'accéder à la précision militaire du GPS. Sinon, eh bien, vous ne pouvez au mieux qu'utiliser le SPS, le Standard Positioning Service, et ce SPS ne va pas vous donner la précision nécessaire pour utiliser tout votre stock d'armement guidé GPS que vous avez acheté aux Américains. Alors, pour arriver à créer la peur, Macron a fait ce discours dont j'aimerais reprendre un certain nombre d'éléments avec vous, parce qu'il a menti pratiquement de la première phrase à la dernière.
Et on a ces mensonges qui commencent déjà avec le fait qu'il dit que la Russie est le pays qui a internationalisé ou qui a rendu ce conflit mondial. Or, la Russie, on peut être d'accord ou pas avec la décision de Vladimir Poutine d'intervenir en février 2022, mais toujours est-il que lui voyait un conflit relativement limité d'ailleurs. Tout le monde l'a dit, même ceux qui sont contre lui reconnaissaient qu'il voulait un conflit limité. Et ce sont les Occidentaux qui ont voulu internationaliser le conflit de façon à isoler la Russie. Donc Macron est un menteur. Et c'est même l'Union européenne qui a lancé son opération isoler la Russie, et qui a été d'ailleurs rapporté dans ce média qui est très pro-européen, qui est Euractiv. Et puis il y a les sanctions. Les sanctions, aujourd'hui, depuis 2014, la Russie, on a imposé un peu moins de 24 000 sanctions à la Russie. Vous voyez qu'entre juin de l'année passée, c'est en orange sur mon graphique, et jusqu'à janvier de cette année, on a encore augmenté toutes ces sanctions. Donc, systématiquement, au lieu d'essayer de trouver un apaisement, on a augmenté, on a accru le nombre de sanctions. Et je ne parle même pas des sanctions secondaires, c'est-à-dire les sanctions contre les pays qui ne seraient pas en cohérence avec les sanctions adoptées par les pays occidentaux. Donc, on voit qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible pour internationaliser ce conflit. Ensuite vient la question la question, parce que un des éléments pour dire que la Russie avait internationalisé ce conflit, on nous parle des soldats nord-coréens. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je l'ai dit et je le répète, il n'y a jamais eu de soldats nord-coréens en Ukraine, pas plus qu'il y en a eu dans le secteur de Koursk. Et assez curieusement, d'ailleurs, chaque fois qu'on capture un soldat nord-coréen, eh bien, soit il se suicide, soit il meurt de ses blessures, ou alors, quand c'est des cadavres, eh bien, les Russes leur brûlent le visage au chalumeau pour qu'ils ne soient pas reconnus. Alors, c'est évidemment extrêmement... ça montre, d'ailleurs, on n'a jamais pu retrouver, on n'a pas de preuves matérielles qu'il y a eu des Nord-Coréens. Je rappelle qu'en Russie, il y a des Coréens. Et les soldats qu'on a retrouvés, et ça a été d'ailleurs démontré par c'est même d'ailleurs une officine de Radio Liberty, qui est une radio qui a été, ou un média qui a été créé durant la guerre froide par la CIA, qui aujourd'hui est privatisé, mais qui a gardé quand même un peu la voix, même pas beaucoup, pas un peu, beaucoup, la voix de son maître. Même là, Radio Liberty, dans sa version asiatique, parce que c'est une organisation qui diffuse dans le monde entier, ils disent que les documents qui ont été pris sur les soi-disant nord-coréens, eh bien, sont des Coréens qui viennent de la région de Tuva, en Russie. Et c'est effectivement une région qui est proche de la frontière mongole, dans laquelle, dans les années 30, des populations nord-coréennes ont été utilisées par Staline dans les usines, et puis cette population est restée, et puis il y a une petite communauté aujourd'hui qui reste dans le sud-est de la Russie, et qui fait aussi son service militaire comme d'autres, et c'est probablement ceux-là que les Ukrainiens ont découvert. Et puis, ce qui est plus amusant, c'est qu'à la fin janvier, on nous rapporte que les Nord-Coréens ont été retirés du territoire ukrainien parce que, soi-disant, ils auraient subi trop de pertes. Et donc, on les a tous retirés, les 10 000 ou 12 000, on n'a jamais su exactement combien. Est-ce que ça va être un frein pour que l'Ukraine ait de potentielles garanties de sécurité à l'avenir ?
Oui, ça va pas être facile. Donc déjà, la porte de l'OTAN est verrouillée à double tour. Ça, ils ne rentreront pas dans l'OTAN. Reste la question de l'Union européenne. Alors, là encore, on est dans deux niveaux différents. On peut faire rentrer l'Ukraine dans une union politique en disant, bah oui, vous faites partie de la famille, vous êtes des amis, des alliés, des partenaires, tout ce qu'on voudra. En revanche, lorsqu'on rentre là dans les choses concrètes, par exemple l'agriculture, là, ça se complique beaucoup. Et vous avez les Polonais, pourtant très proches de l'Ukraine, très en soutien des Ukrainiens, très hostiles à la Russie, se disent, mon Dieu, si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, nous, nos paysans n'auront plus aucune subvention, parce que toutes les subventions partiront sur l'Ukraine, on va avoir une concurrence forte, etc., etc. Donc on va rentrer dans des affaires de boutiquier, mais l'Europe, c'est une affaire de boutiquier aussi, compliquée, donc ça va être compliqué, et c'est vrai que le discours que tient Viktor Orban, qui était avant-hier soir à Paris, il a vu le président Macron, alors lui très radicalement hostile. Et il est aussi, les Hongrois ne veulent pas des Ukrainiens parce qu'en fait, il y a une toute petite minorité hongroise en Ukraine, 100 000, 120 000 personnes, et ils considèrent qu'elle est maltraitée par les autorités ukrainiennes. Comme ce sont des nationalistes, c'est un facteur de blocage. C'est anecdotique par rapport à l'énorme dossier qui serait d'intégrer un grand pays, 35-40 millions d'habitants, avec une économie sortant de la guerre, à reconstruire dans l'Union européenne, qui a déjà d'autres soucis de financement, etc. Donc oui, gros problème. Et puis, lorsque Trump a dit qu'il ne voulait plus participer à l'aide donnée à l'Ukraine en février, eh bien, par miracle, les Nord-Coréens ont remis leurs 10 000 hommes à Koursk, et de nouveau, l'Ukraine a prétendu que ces 10 000 hommes étaient revenus. Voilà. Donc, cette histoire est un peu cousue de fil blanc, et on s'aperçoit qu'on a utilisé les Nord-Coréens, comme j'ai d'ailleurs déjà évoqué sur votre chaîne, en réalité pour montrer précisément cette internationalisation et justifier l'intervention de troupes européennes en Ukraine. Parce que les Ukrainiens disent, les Russes font venir leurs alliés, pourquoi nous, on ne ferait pas venir nos alliés aussi? Voilà, c'est un peu la logique qui est mise en place. C'est bien les Occidentaux et l'aide occidentale qui a fait que cette guerre se poursuit. Et je ne reviens même pas sur la discussion qui a eu lieu entre Ukrainiens et Russes en mars-avril 2022, qui avait été rapportée à l'époque par le New York Times et dont Ukrainska Pravda rapportait qu'elle avait été interrompue par les Occidentaux. Et de nouveau, les Occidentaux sont intervenus non pas pour favoriser le dialogue, mais pour interrompre le dialogue et continuer la guerre. Et cette guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre d'attrition. Donc, chaque jour qui passe, l'Ukraine est dans une plus mauvaise situation. Une troisième guerre mondiale est possible. Je l'ai déclaré dans mon dernier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques mois, en qualité de président du Conseil européen. Ça veut dire qu'il y a d'une part de la gravité, du sérieux face aux événements auxquels nous faisons face, mais la nécessité de ne pas tomber dans l'affolement. Il y a la nécessité d'être lucide, d'identifier les menaces devant nous et d'apporter des réponses le plus possible, je l'espère, dans l'unité européenne, et pas seulement des réponses en répétant des intentions. Ça, on l'a fait beaucoup sur le plan européen, mais des réponses au travers d'actions qui doivent être entreprises pour fortifier, renforcer, consolider l'ambition d'une défense collective européenne. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est rapproché d'une troisième guerre mondiale ou d'un conflit, quelle que soit son ampleur? Parce que la situation sur le terrain, elle semble à peu près gelée. Donc qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on a changé de paradigme? Je pense que déjà il y a 3 ans, lorsque cette guerre a commencé, dès lors qu'un membre permanent du Conseil de sécurité qui détient l'arme nucléaire, la Russie lance une invasion face à un pays de 40 millions d'habitants, on se rapproche d'un danger grave de dimension internationale, de dimension globale. Et le fait que depuis 3 ans, cette guerre ait donné lieu à des agressions constantes de la Russie qui a systématiquement renoncé à respecter les principes de base de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le principe de la souveraineté territoriale, ça amène de l'insécurité, ça amène du danger et ça amène un risque, une possible troisième guerre mondiale. Il est possible de l'éviter et nous devons agir pour l'éviter. Et si nous voulons l'éviter, il faut que
que l'Union européenne, et j'ai envie de dire l'Union européenne élargie, ça va au-delà de l'Union européenne de mon point de vue, assume davantage de responsabilités pour sa sécurité, pour sa défense, pour sa base industrielle. Ensuite, Emmanuel Macron nous parle des manipulations des élections. Elle nous parle de la Russie et du président Poutine qui viole les frontières, alors je ne sais pas vraiment lesquelles, pour assassiner des opposants. Alors je ne sais pas quel opposant a été éliminé durant ces 2 ans en Europe. Et a fortiori, je ne sais même pas qui ont été, si les Russes ont été impliqués là-dedans, mais à ma connaissance pas. Mais quand on regarde en revanche ce qu'on a dans notre côté, on a les Ukrainiens qui, eux, viennent faire des assassinats en France avec la bénédiction des autorités françaises, qui viennent assassiner des oligarques ou des gens de riches russes qui sont en France et ailleurs, d'ailleurs en Europe. Il y a eu environ plusieurs dizaines de ces riches russes qui ont été assassinés depuis le début de la guerre en Europe. Et ça se fait avec la bénédiction des autorités européennes qui n'ont engagé, à ma connaissance, aucune action contre le gouvernement ukrainien qui a reconnu qu'ils étaient à l'origine de ces assassinats et de ces attentats. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même assez étrange de la part de Macron. C'est une inversion accusatoire qui est quand même assez claire. Eh bien voilà où nous en sommes. Claude Maluret fait le tour du monde. Claude Maluret, si vous ne le connaissez pas, c'est le leader des sénateurs Horizon, le parti d'Édouard Philippe, le maire du Havre, qui était à l'origine du massacre des Gilets jaunes lorsqu'il était Premier ministre d'Emmanuel Macron. Claude Maluret, il a été aussi directeur de l'éthique du groupe Corian, vous savez, les EHPAD, où on maltraitait les personnes âgées. Il a été aussi patron de MSF, fondateur de Doctissimo, et il a fait fortune avec Laurent Alexandre, un autre qui était à l'origine de Doctissimo. Il a été maire de Vichy pendant 28 ans, Claude Maluret. Et aujourd'hui, eh bien, il fait le buzz et il devient fameux à l'international parce qu'il a fait une chronique, on pourrait dire, lui appellera ça un discours, à la tribune du Sénat, comparant Donald Trump à la cour de Néron et Elon Musk à un bouffon sous kétamine. Et voilà que ça suffit pour être l'égérie du monde libre. Vous savez, l'Occident qui pense que les djihadistes du HTS qui ont pris la Syrie à Bachar el-Assad sont des djihadistes inclusifs. Voilà qu'ils se mettent à massacrer les populations civiles. Mais tout va bien, c'est l'Occident qui décide qui est gentil et qui est méchant. Claude Maluret, bien sûr, n'a eu aucun mot pour critiquer la politique génocidaire de M. Netanyahou à Gaza. En revanche, il n'aime pas les Russes. Non. Et pourtant, il a commencé sa carrière à l'extrême gauche, comme beaucoup, dans les années 70, avant de devenir centriste en soutenant Giscard d'Estaing, et puis macroniste, évidemment, quand le vent tournait et que le PS ne servait à rien. Le voilà, aujourd'hui, star du Sénat. Protégé dans ce cénacle de retraités, le voilà qui voudrait envoyer à la mort les jeunes générations pour sauver nos valeurs. Ces gens-là, quand ils parlent de la guerre, c'est comme si la guerre, ça ne faisait pas des morts et des estropiés. C'est comme si la guerre, c'était quelque chose de noble. C'est comme si la guerre, c'était même ce qu'on fait de mieux, finalement, dans l'histoire de l'humanité. La guerre, c'est de la merde. La guerre, c'est du sang, des viscères, des orphelins. Tout ce que vous voulez, mais rien de noble. Sans parler, bien sûr, des nombreux viols utilisés comme arme de guerre. Claude Maluret, il s'en fout. Lui, il défend l'Occident, les valeurs, dans un beau costume, à la tribune du Sénat. Tous l'ont écouté dans un silence quasi religieux. François Bayrou, le Premier ministre, était également invité au Sénat et il était là à dire oui, 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 ce qu'il dit est tellement vrai. Et que dit Claude Maluret ? Eh bien, il fait partie de cette bêtise ambiante de la pensée simplifiée. Tout doit être simple, quasi bipolaire. Gentil, méchant, blanc, noir. C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, évidemment. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique non plus. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils la font. D'un côté, des partis qu'ils jugeaient extrêmes et donc infréquentables, et de l'autre, la raison, le centre. Ce parti de gens raisonnables qui voudraient aller à la guerre contre la Russie,
qui voudraient après peut-être aller à la guerre contre la Chine, contre tous les dictateurs du monde, tant ils sont nombreux et qu'il faudrait les descendre. Qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils été élus? Monsieur le commissaire, nous y voilà. Depuis 1954, l'Europe se vit le grand fantasme de l'Europe de la défense et réarmer l'Europe est le programme qui va lui permettre enfin le grand saut vers le fédéralisme. Dont acte. 800 milliards d'euros au prix d'un endettement massif, alors que nous ne savons déjà pas rembourser les prêts que l'Union européenne a contractés par le passé. Ce que vous appelez une souplesse budgétaire, monsieur le commissaire, c'est une course folle à l'endettement pour des économies européennes qui, pour la plupart, sont exsangues. Monsieur le commissaire, vous n'avez pas affaire à des économies en guerre, vous avez affaire à des économies en ruine. Alors ma question est très simple. Comment voulez-vous sérieusement faire adhérer les opinions européennes à ce projet? Merci beaucoup. Well, if you will look, madame, Bien. Si vous regardez l'Eurobaromètre, madame, qui est régulièrement publié, c'est un sondage, une enquête sur l'opinion des Européens, vous verrez que plus de 70% des Européens souhaitent que l'Europe soit plus forte en termes de défense et développe des capacités de défense. Les gens de la rue comprennent bien ce qui se passe. Oui, la dépense coûte cher, mais ne pas être prêt à nous défendre, ça va coûter encore plus cher. C'est assez simple. C'est assez simple à comprendre sur le plan financier, même si ça date même de Rome, de la Rome antique. On disait, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc la question, c'est, je vais l'inverser. Est-ce que vous voulez vraiment la paix sur le continent européen? Si vous voulez la paix sur le continent européen, alors soutenez ce que nous sommes en train de faire. Big gains for native-born Americans for the first time in 15 months. The job gains for native-born Americans, for American people born in America, exceeded job gains for migrant and foreign-born workers. This is the first time that's happened in more than 15 months. Employment for native-born workers went up by 284,000, while foreign-born workers went down by 87,000. Now, you've heard the same stat where foreign workers were taking up all the jobs or almost all the jobs. In some cases, literally all of the jobs. And now it's 284,000 native-born jobs here, people born in our country, 284,000, while foreign-born workers went down by 87,000. First time that's happened in a long time. So these are incredible numbers, and they're very early. I mean, we're here for 5 weeks, but we have been talking about it since the big win in November 5th. So a lot of these people, they listen to us speak and they say, well, I'm going to gear up, and they're gearing up. And so they've been gearing up. They've had a little time. It's not just 5 weeks. It's 5 weeks plus a few months. Les services secrets américains ont ouvert le feu sur un homme armé près de la Maison-Blanche tôt dimanche 9 mars après une confrontation. L'homme est actuellement soigné dans un hôpital local, selon un communiqué des autorités. Le président Donald Trump ne se trouvait pas à la Maison-Blanche au moment des faits, puisqu'il passe le week-end dans sa résidence en Floride. Les responsables des services secrets avaient reçu un signalement samedi 8 mars de la part des autorités locales, indiquant qu'une personne suicidaire pourrait se rendre à Washington depuis l'Indiana. La voiture de l'individu a été retrouvée à un pâté de maison de la Maison-Blanche, selon le communiqué. Lorsque les agents se sont approchés de lui, l'homme a brandi une arme à feu, ce qui a conduit les services secrets à ouvrir le feu peu après minuit, heure locale. L'homme a été transporté à l'hôpital, mais son état de santé reste inconnu. Aucun membre des services secrets n'a été blessé, précise le communiqué. La police métropolitaine de Washington a déclaré que son service des affaires internes enquêtait sur l'incident, sans fournir davantage de commentaires. Bonjour Catherine, c'est un couronnement, littéralement, pour Mark Carney.
Effectivement, et couronnement, écoutez, il a remporté 86% des suffrages, donc élus par les membres du Parti libéral du Canada. Une victoire absolument éclatante, et c'est aussi une très grosse défaite pour celle qui était la ministre des Finances et ex-vice-première ministre, Chrystia Freeland, et qui avait démissionné avec fracas en décembre dernier, et ce qui avait provoqué cette course à la succession. Alors, qui est Mark Carney? C'est un économiste et un banquier de réputation internationale. Il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre par la suite. Il a géré des crises importantes, la crise financière de 2008-2009 et puis le Brexit quand il était en Angleterre. Il a donc une expérience en économie et une expérience en gestion de crise. C'est ce qui explique probablement pourquoi il a suscité cette confiance auprès des membres du Parti libéral du Canada. Et il a dit hier soir dans son discours de victoire, « J'ai l'impression que tout dans ma vie m'a préparé à ce moment-ci ». Catherine, les défis sont nombreux maintenant pour Mark Carney. On peut dire que c'est toute une montagne qu'il a devant lui-même. En fait, on peut parler de 3 défis. Le premier, ça va être d'apprendre à devenir politicien, parce qu'il est nouveau venu en politique et on le sait, c'est un monde cruel, la politique. Alors il peut s'attendre à ce qu'on lui envoie pas mal de pelures de bananes au cours des prochaines semaines de la part de ses adversaires politiques, mais aussi de la part, et c'est le deuxième défi, de Donald Trump, bien sûr, qui a déclaré une guerre commerciale contre le Canada la semaine dernière et qui ne lui fera pas de cadeau. D'ailleurs, Mark Carney s'en est pris à Donald Trump hier dans son discours également. Il a dit les Américains veulent notre pays, mais nous allons gagner. Donc il se prépare à cet affrontement. On peut parler d'affrontement avec Donald Trump dans les circonstances. Et le troisième défi pour Mark Carney, eh bien, ça va être de se faire élire par les Canadiens parce qu'il n'est pas élu en tant que tel. Et là, il va avoir devant lui un adversaire coriace, le chef conservateur Pierre Poilievre, qui ne lui fera absolument aucun cadeau et qui, dans les derniers sondages, au cours des 18 derniers mois, caracolait en tête avec une avance de 15-20 points, mais phénomène intéressant, depuis l'arrivée de Mark Carney, dans les rangs libéraux, eh bien, les libéraux ont fait une remontée spectaculaire dans les intentions de vote des Canadiens. Alors, on va voir, ça va être une course électorale assez intéressante ici, surprenante également, et on s'attend à ce que des élections soit déclenché incessamment sous peu. Merci Catherine depuis Montréal. Comme si rien ne s'était passé. Dimanche, dans les rues de Lataquié, les commerçants ont repris leur activité. Face aux caméras, on minimise les violences des jours précédents. Le travail se passe très bien, même si les affaires ont été un peu moins bonnes avec ce qui s'est passé ces derniers jours à Lataquié. Mais tout est redevenu normal grâce aux forces de sécurité et grâce à Dieu. Jeudi, une attaque sanglante de partisans du président déchu Bachar al-Assad contre des forces gouvernementales a mis le feu aux poudres près de cette ville de Lataquié, berceau de la minorité alaouite de Syrie, une branche de l'islam chiite dont est issu le clan de l'ancien dictateur. Le nouveau pouvoir à Damas a envoyé des renforts, des témoignages font état d'exactions de la part d'hommes portant des uniformes officiels, ciblant principalement des alaouites, mais aussi des chrétiens, selon le patriarche orthodoxe d'Antioche en Turquie voisine. Des fosses communes ont été découvertes, aucun bilan officiel, mais les victimes pourraient se compter par centaines. Des observateurs notent que les nouvelles autorités continuent de s'appuyer sur des djihadistes qui considèrent les alaouites et d'autres minorités comme des ennemis de Dieu. À Damas, le président par intérim, lui-même ancien chef d'un groupe sunnite islamiste radical, a promis que toute la vérité serait faite et que justice serait rendue. Nous confirmons que nous demanderons des comptes, sans clémence, à quiconque a été impliqué dans le bain de sang de civils, à porter préjudice à notre peuple ou à outrepasser les pouvoirs de l'État pour atteindre ses propres objectifs. Ces événements interviennent alors qu'Ahmed al-Chareh cherche à doter son gouvernement d'une respectabilité sur la scène internationale. Symbole de la fragilité du pays, les forces de sécurité sont intervenues à Damas pour disperser un sit-in de protestation contre les tueries après l'irruption d'une contre-manifestation réclamant un État sunnite
émaillé de slogans hostiles aux Alaouites et même aux sionistes. Vous nous revenez ce matin, on salue Paul également, vous revenez sur ces massacres d'Alaouites en Syrie ces derniers jours. Les groupes islamistes et les forces de sécurité en ont assassiné au moins 1 millier pendant le week-end, Vincent. Oui, le pogrom a commencé vendredi matin, le jour de la prière pendant le ramadan. C'est une bénédiction au carré. Et les Tchétchènes, Tadjiks, Tatars de Russie, Ouzbeks, Ouïghours ont rappliqué d'Idleb, le fief djihadiste. Ils ont déferlé sur la côte, le pays alaouite. Et ils s'en donnent à cœur joie. Les villages bombardés à l'arme lourde, les portes des maisons que force la horde sauvage, les passants abattus dans la rue, les familles que les barbus cagoulés vont débusquer dans leur appartement où elles se terrent et qui sont exterminées, hommes, femmes, vieillards, enfants, sans faire le détail. Se pencher sur les réseaux sociaux ce week-end, c'était plonger dans un bain de sang. Les djihadistes aiment filmer leurs exploits. Il faut crever l'impie et terroriser le rescapé. Un alaouite est un hérétique, une secte pire encore que les frères ennemis chiites. L'histoire de la région est une longue suite de massacres d'alaouites jusqu'à l'accession au pouvoir de l'un d'entre eux, Hafez el-Assad. On trouvait alors des esclaves alaouites dans les familles sunnites. Ils étaient vendus pas cher, leur vie ne valait rien. Et ce week-end, c'était pareil. La vie d'un alaouite ne valait plus rien. À Banias, épicentre du pogrom, tout alaouite était suspect, condamné illico, collé au mur. Nul ne sait combien il y a de morts. 1 millier dans les villes, c'est avéré, mais personne n'est allé faire l'inventaire dans les villages de la montagne. Et c'est le dernier bastion des partisans de Bachar al-Assad. Oui, c'est une façon de dire bien fait pour eux, c'est ce que doivent penser ceux qui ont applaudi l'arrivée au pouvoir en Syrie d'un ancien Al-Qaïda. Un ancien qui a rompu avec l'organisation, mais uniquement pour des raisons tactiques, qui est couvert de sang, mais qui porte une barbe bien taillée et qui met une cravate quand il est invité à Paris. Les optimistes incurables parisiens ont fait un pari et il est perdu. En Syrie, il n'y a plus de partisans d'Assad. Il n'y a pas un seul portrait de Bachar, de son père, de ses frères. Il s'est enfui et ça suffit. Mais d'anciens soldats ont fondé un conseil militaire et ils ont pris les armes. Ils se battent pour sauver leur peau. Leur révolte est née de vexations en tout genre. Ils ont tué des djihadistes en représailles. Et la vendetta a été lancée. Alors les autres minorités, notamment les chrétiens, sont également menacés. Alors des Arméniens ont été assassinés ce week-end, un prêtre aussi. Les chrétiens d'Orient savent depuis des siècles que leur situation est précaire, mais ils ont un protecteur, la Russie, dont le régime se méfie, car elle pourrait mettre son veto à la levée des sanctions. Les Druzes sont protégés par Israël, qui a menacé de bombarder s'ils étaient attaqués. Les Kurdes gardent le soutien des Américains, auxquels ils servent de garde-chiourme. Les seuls qui n'ont personne vers qui se tourner, pas de pays vers lequel émigrer, ce sont les Alaouites. Le pouvoir a tenu une conférence de dialogue national pour réconcilier les Syriens. Après un demi-siècle de dictature et 12 ans de guerre civile, elle a duré une journée seulement, cette conférence. De même, il a promis une commission d'enquête indépendante sur cette orgie de meurtre, après avoir essuyé la colère de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Elle aussi sera expéditive. D'ailleurs, on connaît les coupables et on connaît le mobile. Al-Shara a besoin de donner des gages aux djihadistes qui enragent depuis 3 mois de ne pas pouvoir régler les comptes. À terme, la République islamique de Syrie risque de sombrer dans le chaos, comme en Libye, comme en Irak, une fois tombé le tyran, devenu aux yeux de l'Occident l'incarnation du mal. Voilà, les crimes du week-end étaient donc signés. Merci de votre décryptage, Vincent Hervouet. Ainsi va le monde. Merci à vous. On avait eu une série d'accrochages dans le secteur donc de la banlieue de Damas, qu'on vous a encadré en jaune, avec la minorité druze et les hommes de Hayat Tahrir al-Sham, et que ça avait dégénéré, que ça avait même occasionné côté israélien le droit encore une fois de s'ingérer dans les affaires syriennes en disant si vous touchez trop aux Druzes, là si ça recommence on bombardera, puis bien pourquoi pas on marchera sur Damas. Et puis dans la semaine le phénomène s'est amplifié et a dépassé le cadre donc de cette première phase de révolte, pourrait-on dire, populaire, pour se focaliser dans le secteur côtier de Latakié et de Tartous, donc on vous a encadré en orange sur le bord gauche de la carte,
où là, les éléments de la résistance alawite ont pris à partie des troupes d'HTS et on a eu le droit en retour à un véritable bain de sang de la part des gentils djihadistes que M. Barrot et Mme Baerbock ont été visités à plat ventre. Il y a quoi? Il y a maintenant il y a un mois maintenant, je pense, de mémoire, pour dire tout le bien qu'ils pensaient d'Al-Joulani, qu'on nous avait dit à nous Français que ce monsieur allait être reçu à Paris sous les ordres de la République, etc. Et donc aujourd'hui, alors bien évidemment, on peut pas vous passer les images qui se sont succédées depuis, en gros, mercredi, jeudi, sur les réseaux sociaux, parce que c'est absolument abject, ce à quoi on a assisté. C'est du niveau de ce que faisaient bien évidemment déjà ces gens-là et Daesh. Donc au total, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, à la date d'hier, je précise, voilà, peut-être que depuis ce matin le bilan est malheureusement plus grave, on parle de 1311 morts. Et donc, dans ces gens, on a largement vu les images partout sur les réseaux sociaux. Vous avez des femmes, des enfants, même des bébés, etc., qui ont été tués en plus dans des circonstances qui sont absolument barbares et abjectes. Et certains ont trouvé refuge sur la base russe de Khméni, qui est encore ouverte. Ils ont été accueillis par le commandant de la base et les troupes russes, qui bien évidemment les protègent. La Syrie, ça fait des années qu'on a l'impression que c'est une terre promise et jamais tenue. Dites-nous dans quel contexte tout cela se passe, Fabrice Balanche. Aujourd'hui, donc, nous avons un pouvoir islamiste qui s'est mis en place à Damas. Il faut quand même rappeler que Al-Shara, alias Abu Mohammed Al-Jolani, est quand même issu des rangs d'Al-Qaïda. Donc il fallait quand même pas s'attendre à ce qu'un terroriste qui a passé 20 ans à faire le coup de feu contre les Américains en Irak et ensuite en Syrie, massacrant à tour de bras, devienne un démocrate en quelques semaines, même si un cabinet de conseil britannique a été financé pour lui ripolliner la façade et nous faire croire que c'était l'homme providentiel. Donc aujourd'hui, cette communauté alawite qui a été liée évidemment au pouvoir de Bachar el-Assad, puisque Hafez el-Assad, Bachar el-Assad sont issus de cette communauté, donc ils ont employé en priorité les alawites dans l'armée, dans le service de renseignement, dans la fonction publique. Elle se retrouve victime de la vengeance des islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors on peut dire que c'est une vengeance politique par certains aspects. Parce que vous avez évidemment des cadres de l'ancien régime, ceux qui n'ont pas réussi à fuir, en tout cas qui sont cachés dans la montagne et que les forces du nouveau régime essaient d'attraper. Mais c'est surtout et avant tout une guerre communautaire, une guerre religieuse. Les alaouites, c'est une communauté qui a une religion assez spécifique. Ils croient à l'incarnation, c'est une religion qui est très intérieure. C'est une religion syncrétique en fait entre l'islam, le christianisme et les vieilles philosophies antiques comme le zoroastrisme. D'accord. Voilà, c'est ça la religion. Et ils sont combien en Syrie? Pour les sunnites, oui. Alors pour les sunnites, ce sont des hérétiques. Vous avez des docteurs de l'islam comme Ibn Taymiyyah qui ont appelé au Moyen-Âge à leur éradication et ils ont été victimes dans l'histoire de nombreux massacres. D'accord. Alors aujourd'hui en Syrie, ils représentent à peu près, enfin avant la guerre, ils étaient à peu près 10% de la population. Soit 2 millions de personnes concentrées évidemment sur la côte, dans cette montagne alawite qui est en fait une montagne refuge, parce que comme toutes les minorités au Levant, que ça soit les Maronites, que ça soit les Druzes, que ça soit les Yézidis, ils trouvaient refuge dans les montagnes parce que la montagne était un endroit une défense naturelle contre les persécutions qu'ils subissaient. Et aujourd'hui, combien sont-ils? Peut-être un peu moins de 10%, parce que comme c'est une communauté qui avait quand même un niveau de développement assez élevé, le statut de la femme était bien supérieur à celui qu'on a dans le reste de l'islam, ils avaient un taux de fécondité qui était assez faible. Gaza, plongé dans le noir. Pour ses habitants, la vie en temps de guerre se durcit encore, notamment pour ce charpentier qui tente malgré tout de joindre les deux bouts.
Israël a coupé l'électricité depuis le début de la guerre et a annoncé la coupure de l'eau et de l'électricité dans la bande de Gaza. Nous vivons sans électricité depuis plus de 15 mois, depuis qu'Israël a déclaré la guerre à Gaza. L'alternative est un générateur dans la rue. Il n'y a pas d'autre solution et c'est très cher. Des générateurs à essence et des panneaux solaires pour s'approvisionner en électricité. Car désormais, les Gazaouis devront également se priver de la ligne électrique principale du territoire, indispensable pour alimenter la principale usine de dessalement d'eau. 600 000 personnes en bénéficiaient jusqu'à présent. Une annonce faite une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et avant de nouvelles négociations au Qatar sur la poursuite de la trêve avec le Hamas. Israël affirme que la coupure de l'aide humanitaire est une forme de pression, une tactique pour contraindre le Hamas à poursuivre la première phase de l'accord de cessez-le-feu et à libérer davantage d'otages. De notre point de vue, il s'agit d'une punition collective. L'arrêt délibéré de l'aide humanitaire, l'arrêt délibéré de l'approvisionnement en électricité, en eau et en médicaments de la population civile constitue un crime de guerre. De son côté, le Hamas a condamné fermement la décision d'Israël et dénoncé un chantage inacceptable. Soit l'anglais, et ce matin, François, vous regardez donc nos vignes avec inquiétude. C'est vrai. Non pas que le vin soit moins bon, mais les parcelles sur lesquelles il pousse sont en pleine perte de valeur. Et oui, le prix des vignobles chute de façon nette après des années de croissance. C'est une étude de Knight Frank, c'est un cabinet de conseil en gestion de fortune qui nous l'apprend. Au plan mondial, le prix de la terre viticole a diminué de 4% en 2024. Bon, mais c'est une moyenne parce qu'il y a des régions qui chutent bien davantage, notamment en France. Et ça, on s'attendait vraiment pas à ce genre de tendance. Qu'est-ce qui explique ce retournement à la baisse, François ? D'abord, la chute de la consommation mondiale de vin, chute qui est quand même de 12% dans le monde depuis le pic de 2007, alors que la production de la planète a perdu 20% sur les 20 dernières années. Changement climatique, bien sûr, aussi, qui rend plus difficile la viticulture dans les régions déjà chaudes. Alors, quelles sont les régions qui trinquent le plus ? Écoutez, en France, les Côtes-du-Rhône, c'est en fait la région qui avait le plus monté dans les années récentes. Les hectares de cette région au sud de Lyon, qui descend jusque dans le Vaucluse, l'Ardèche, ont perdu en moyenne 10% selon Knight Frank, avec des disparités évidemment très importantes selon les parcelles. Châteauneuf-du-Pape, c'est l'appellation star, bien sûr. On est encore à 500 000 € l'hectare. Un hectare, c'est 5 à 7 000 bouteilles. Vous savez combien de mètres carrés c'est un hectare ? Oui, bien sûr, et vous ? Oui. C'est 1000 ? Non. 10 000. 10 000, voilà. C'est 100 mètres par 100 mètres. Oh là là, mon Dieu. J'allais dire c'est 100 par 100, mais j'arrivais pas à compter le nombre de zéros. Dès la 6e, Madame Vesbro a essayé de m'expliquer ça et ça n'a jamais fonctionné. Je prends son relais. Le Bordeaux boit également la tasse à moins 4%, mais là encore, grande disparité entre Grand Cru d'exception à 2 millions d'euros l'hectare et puis le Bordeaux ordinaire qui est à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est pour les terroirs français. Et à l'international alors, François ? Les grands perdants, Nouvelle-Zélande, moins 33%, ah oui. Énorme. Également bien dans le rouge, la Napa Valley en Californie, moins 15%, avec une valeur moyenne de 290 000 $ l'hectare. Bon, ça fait un peu moins en euros. L'Australie est elle aussi à moins 10%. Bon, et à l'inverse, j'imagine qu'il y a des régions qui s'en sortent mieux ? Oui, vous n'allez pas le croire. La meilleure performance, c'est une région d'Angleterre, l'Essex. Du vin anglais ? Oui, au nord-est de Londres, plus 20% l'année dernière, 120 000 $ l'hectare. Amélioration de la technique de vinification et puis changement climatique, bien sûr, qui déplace les régions. Chez nous, les champagnes s'en sortent bien, valeur moyenne à 1 million € l'hectare, tout comme les vins de Loire qui sont 10 fois moins chers, mais qui affichent plus 5. Bon, il y a des vins dont vous ne nous avez pas parlé en France, les crus d'exception de Bourgogne. Ça, c'est particulier, quasiment pas de vente dans cette région, qui produit très peu, et plus de prix pour les crus d'exception, comme par exemple la Romanée Conti. Les bouteilles se vendent plusieurs milliers d'euros. Un hectare, s'il se vendait, ça dépasserait probablement les 10 millions d'euros. Bon, du vin anglais, vous avez presque choqué Louis Baudin. Complètement. Nouvelle carrière pour Louis, bientôt. Merci beaucoup, François. Il est 7h40. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.